Territory, le podcast cinéma des territoires isolés. You drove here? I'm sorry he stopped teaching the class. I look forward to it. hande komin holben 您这熊猫弄去。去了那什么满洲里，你又能怎么办？ Let's go, let's go. La politique, c'est comme une discothèque. Ici, ils l'ont appelé le paradise, mais ils sont trop cons. C'est une soirée avec le diable. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez un nouvel épisode de Territory. Merci à toutes celles et ceux qui sont fidèles à ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau un cinéaste, mais pour la première fois un ultramarin. Et c'est encore plus un honneur pour nous quand on fait une émission centrée sur les territoires isolés. La Guyane dans le sang, ce scénariste-réalisateur forge une volonté d'explorer la complexité de l'histoire coloniale occidentale. Son travail audiovisuel et de performance se concentre sur les archives et les formes de reconstitution pour concevoir une mémoire vivante et incarnée. Après des études de cinéma et de philo en université et un passage par une école d'art, c'est par des courts-métrages remarqués en festival qu'il fabrique sa filmographie. Nous voit, récompensé par le prix du jury au Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris, s'ensuit Écouter le battement de nos images, co-réalisé avec sa sœur Audrey Jean-Baptiste, qui aborde la construction de la base spatiale de Kourou en Guyane et qui a été sélectionné au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, celui du documentaire d'Amsterdam et de nombreuses autres sélections. Et puis enfin, Moon-ho, révélant la survivance de l'héritage colonial au sein d'un inconscient collectif occidental toujours marqué de stéréotypes. Ce dernier fut présenté au Forum de la Berlinale et à True False aux États-Unis. Mais c'est dans le cadre de la sortie de son premier long-métrage que nous l'avons invité à prendre place dans le studio. Écoutez voix, traduction du créole guyanais de Écouter les voix, est une œuvre traversant le deuil d'une famille en reconstruction le temps d'un été brûlant. Pour ce film, notre cinéaste renoue avec son territoire à travers les protagonistes de la réalité, se prêtant au jeu du cinéma du réel pour une œuvre brute et recevant la main qui panse leurs blessures pour les éloigner de la violente vengeance. C'est aussi à travers le regard d'un adolescent, sorte d'alter ego du metteur en scène, que tout se passe et se ressent. D'un fait divers à la tournure et la racine universelle, éclairé par une envie folle et formelle de cinéma. Écoutez voix a su bousculer le jury du prestigieux festival de Locarno qui lui a décerné un prix spécial du jury ainsi qu'une mention spéciale des First Features Awards. Dans les salles françaises le 16 juillet 2025, le film est distribué par Les Alchimistes, dont le line-up coche toutes les cases du distributeur, auquel nous pourrions remettre un label Territory. Et c'est pour cela que nous avons choisi leur film qui sait faire chavirer les cœurs et parler aussi de la Guyane, collectivité territoriale française dans les Antilles, qui n'est ni une île, ni un archipel, mais dont les récits nourrissent un cinéma naissant comme vous ne l'avez jamais vu et entendu. Place aux ultramarins, place aux cinéastes. Bonjour Maxime Jean-Baptiste, bienvenue dans Territory. Merci, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Voilà, je voudrais juste commencer par un petit point un peu général. Cette année a été marquée par une place très spéciale au film ultramarin, qui plus est réalisé par des cinéastes des territoires ou ayant une connexion très forte avec ces régions. On a beaucoup parlé ces derniers mois de Zion, réalisé par Nesson Foy, et Fanon de Jean-Claude Barny. Le premier étant une sorte de cousin guadeloupéen de Écoutez-voix aux références ciné afro-américaines proches de Spike Lee, et le second, une œuvre poignante, hors territoire, plus classique et impériale, mais dont le héros martiniquais a marqué l'histoire avec un grand H. Il manquait jusqu'ici le troisième pilier des Antilles, avec la Guyane, et nous l'avons certainement avec Écoutez-voix. Sans aucun doute, c'est un vecteur incontestable d'émancipation d'un cinéma ultramarin, et particulièrement des Antilles. Alors on précise que tu vis entre la France et la Belgique, mais tu as grandi dans la diaspora guyanaise, donc toujours en lien avec tes racines. Comment, en tant que cinéaste antillais et donc ultramarin, tu vois et tu prends la place aujourd'hui dans toute cette reconnaissance qui cesse de grandir? Pardon, la question est très large et très vaste, mais importante. Oui, d'abord merci pour l'invitation et effectivement, c'est une année particulière. Il y a eu les films dont vous avez parlé. Et c'est vrai que déjà, moi je l'ai senti en réalisant ce film, c'est qu'en passant beaucoup plus de temps en Guyane, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment aussi une nouvelle génération. Alors nous, à la différence des Antilles,
En Guyane, du coup, nous, on est un territoire qui est voisin du Brésil et on a l'Amazonie. Et c'est vraiment à partir des années 90 que c'est devenu un territoire où il y a eu beaucoup de tournages qui se sont faits. Alors des tournages français et aussi des tournages étrangers, américains, nord-américains, et parce qu'il y avait des décors incroyables, quoi. Donc le fleuve, la forêt. Donc on a eu beaucoup de films d'aventure qui se sont produits sur nos territoires. Donc le point positif, c'est que ça a créé de l'emploi et ça a permis de former des personnes. Mais en même temps, ça a aussi créé une sorte d'image aussi qui était vraiment très attachée déjà de base à la Guyane, c'est-à-dire c'est l'enfer vert, c'est le lieu du bagne, c'est le lieu de l'aventure aussi, puisqu'on a aussi tout le commerce de l'or. Et il y a eu beaucoup de films qui ont exploité, on va dire, cette thématique, mais pas forcément dans des bonnes intentions, puisqu'elles ont créé des images parfois très exotisantes et problématiques. Et je pense que là, il y a une nouvelle génération qui naît depuis quelques années, des personnes comme Chloé Bebron, Olivier Sagne, aussi Marc Barra, Muriel Thierien, pour en citer que quelques-uns. Il y a un vrai désir de faire un cinéma guyanais, c'est-à-dire qui vient de ce territoire, qui vient des gens aussi, et essayer de faire en fait aussi avec des techniciens sur place, donc pas forcément toujours importer des gens, des étrangers, pour faire le cinéma, mais justement nous, avec nos propres moyens, nos propres façons de faire aussi le cinéma. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Et du coup, effectivement, moi, le film sort là maintenant, mais c'est vrai que j'ai été nourri par toutes ces personnes-là. Aussi ma sœur, d'ailleurs, Audrey Jean-Baptiste, qui avait aussi sorti son film Fabulous, et elle a coécrit le film. Et du coup, c'était vraiment... c'est bien quand même de dire aussi que quand on arrive avec un film comme ça, c'est aussi qu'on a été porté par une communauté. On n'est pas arrivé tout seul, à un moment comme ça, isolé. Mais c'est vraiment une communauté qui nous porte, qui nous aide, et il y a une vraie solidarité, en fait. Et du coup, c'est vrai que je suis vraiment très content que du coup Coup tes voix arrive quasiment au même moment que Zion, Fanon, vous l'avez dit. Il y avait aussi Marmaille. Donc toute une série de films qui abordent le domaine de la fiction. Parce que certaines personnes parlent de mon film comme un documentaire, mais moi je préfère laisser le trouble. Et c'est très inspiré par de la fiction aussi. Et je pense qu'on doit aussi s'accaparer le domaine de la fiction, c'est-à-dire le domaine de l'imaginaire, et pas être seulement que lié au réel, au documentaire, au reportage. Je pense qu'il faut aussi parfois pouvoir créer des espaces imaginaires. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Génial, justement, on va pouvoir rentrer pleinement dans l'analyse de Coup tes voix. Voilà, je suis très heureux de pouvoir en parler avec toi. À l'origine, tu fais le choix d'un film qui, partant d'un fait divers violent et d'une histoire qui a marqué la Guyane. C'est le meurtre de ton petit cousin Lucas Diomard en 2012. Ce crime envers un jeune homme dans un quartier sensible pendant une soirée a fait l'actu longtemps et sa famille s'est beaucoup exprimée à travers principalement des grandes marches blanches. On le voit même au début du film. Le film que tu proposes ne montre rien de cette violence. Il utilise, moi c'est une image qui m'a marqué, cette image très cinématographique du lieu de l'horreur avec un zoom avant très lent à un moment donné au milieu du film. Le reste, c'est le son et c'est les errances des personnages qui font tout. Car le plus important, c'est pas ce que l'on voit, mais bien ce que l'on ressent de cette violence. Comment tu as décidé de parler de cette histoire et pourquoi de cette manière, avec en plus les protagonistes de la réalité, en faisant purement une fiction? Oui, absolument. C'est vrai que quand ça s'est produit, donc c'était en mars 2012, la mort de Lucas Diomard, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'images qui sont produites. Il y a eu beaucoup d'archives, en fait. Donc des marches blanches. Il y a eu aussi une association qui s'est créée quelques mois plus tard, qui s'appelle Trop Violence, qui est une association assez importante aujourd'hui, dont Nicole, l'une des protagonistes, la mère de Lucas, en fait partie. Et donc c'est des associations qui réfléchissent à pourquoi la violence dans les quartiers, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se produit, pourquoi les jeunes ils se mettent à s'entretuer lorsqu'ils se rencontrent entre quartiers différents. Et d'ailleurs, le mouvement social de 2017 avait aussi ces questionnements-là en son sein. Après, ça a changé. Mais voilà, moi, j'avais toutes ces images. Moi, quand j'ai vu ces images, c'était en 2012, donc déjà, voilà, j'étais choqué par ce qui s'est produit. Mais le fait que je sois en France, j'ai vécu cette mort à distance. Donc, du coup, j'ai fait mon deuil loin, un peu seul. Et quand Nicole, des fois, elle venait, on parlait un petit peu, mais c'était difficile, en fait, de parler, en fait, d'une mort, surtout lorsque c'est un meurtre.
Du coup, on n'a pas vraiment parlé. Et quelques années après, j'étais en résidence pour un projet de film qui était lié à la Guyane, mais voilà. Et j'avais cette archive-là, l'ouverture du film, donc le discours de Leslie, qui est poignant, qui m'a hanté en fait pendant de nombreuses années, parce qu'il y avait une émotion dedans. Et je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose avec ça, parce que j'arrive pas, je sais pas quoi faire encore, mais il faut que je fasse. Et du coup, ça a été le point de départ. Et de là, j'ai commencé en fait, du coup, par rapport à ta question, j'ai commencé par une forme d'enquête en fait, donc de me dire qu'est-ce qui s'est produit, pourquoi cette violence. Donc voilà, je suis passé par plein de pistes différentes, j'ai rencontré des témoins, j'ai rencontré plein de gens qui étaient là à cette soirée pour essayer de comprendre, parce qu'en fait il y avait plein de versions différentes, donc du coup tout le monde me racontait des choses différentes. Et jusqu'à ce que je rencontre Yannick, qui était quand même là cette nuit, qui a vécu aussi la violence, puisqu'il a reçu des coups de couteau, qui était le meilleur ami de Lucas. Et du coup, ça a été une nouvelle étape en fait dans le film, où je me suis dit, ok, il y a eu ce fait-là, mais en revoyant Nicole, mais en rencontrant Yannick, il y avait une telle intensité en fait en lui, en eux, que du coup, ce qui a commencé à m'intéresser, c'était moins d'essayer de trouver la vérité, de trouver les faits et d'essayer de régler en fait ce problème-là, puis qui n'est toujours pas réglé en fait. Il y a toujours un désir, il y a des désirs mortifères en fait qui traînent un peu partout chez tout un chacun, parce que ça n'a pas été vraiment réglé. Et ils sont sortis trop vite de prison et du coup il y a encore beaucoup de tensions. Moi, je voulais traiter justement de comment on vit avec ça dans son corps, dans son quotidien. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pas voulu essayer de trop reconstituer en fait cette mort. Et je pense aussi, plus vastement, je pense que en Guyane, on est très emprisonné parfois par ces images de violence en fait. Alors surtout le quartier où j'ai filmé, mon Lucas, c'est un quartier qui est dit sensible, qui a toujours des images très négatives dans les médias. Et du coup, il fallait qu'on fasse un travail aussi de trouver une autre image en fait. Pas une image qui réduit à chaque fois à des faits violents, mais essayer de trouver à l'intérieur de ce quotidien de la vie, quoi. Parce que les gens vivent encore, ils continuent à vivre. Et puis Lucas, il est mort, mais c'est pas seulement un mort, c'est pas seulement le sujet d'un meurtre, c'était aussi quelqu'un, et c'est quelqu'un qui est encore là. C'est-à-dire on voit sa fresque, tout le monde en parle comme s'il était encore là, c'est comme un fantôme qui est encore présent. Et moi je voulais parler justement de ça en fait, la vie des morts. Ils sont pas forcément morts et c'est fini, ils sont là. Et du coup ça demande de vraiment d'être très subtil et de ne pas se faire avoir aussi par des désirs qui sont très, très habituels dans le cinéma industriel, de absolument vouloir montrer la violence en se disant « Ah, ça va ramener des gens au cinéma ». Mais je pense que c'est un problème. Je pense qu'il faudrait justement essayer de déjouer ça pour essayer de trouver une nouvelle image. C'est intéressant parce que tu parlais de le fait de montrer. Je faisais dans ma petite présentation un parallèle avec Zion qui, en l'occurrence, montre. Alors, on n'est pas du tout dans le même genre de film parce que la volonté de Nelson Foy, c'était vraiment de faire un film avec ses références à lui qui sont très proches du cinéma afro-américain. J'ai évoqué Spike Lee, mais il n'y a pas seulement Spike Lee. Et on peut Melvin Mount Peebles, enfin, on peut évoquer énormément de gens. C'est un cinéma très référencé qui en fait, a envahi en termes de culture toute l'Amérique, du nord au sud, et donc les Antilles vont dedans. Et pour revenir à ton film, il y a un point hyper important et intéressant dans ce rapport personnel, dans l'écriture. Ce film est coécrit avec ta sœur Audrey, qui après s'être formée au sens social, a trouvé sa voie sur le tournage d'un film en Guyane il y a quelques années. Comment le travail de scénarisation s'est réparti entre vous ? C'est vrai qu'elle, c'est aussi son histoire. Donc c'est vrai qu'elle était aussi très touchée par ça, mais différemment. Moi j'avais le même âge que Lucas, donc on a grandi ensemble avec Lucas. J'avais un rapport assez proche quand même de lui. Je passais mon temps, elle passait son temps avec les grandes sœurs. Du coup, elle avait plus de distance par rapport à cette mort-là. Donc, mais ce qui était bien en fait pour coécrire, c'est-à-dire qu'on n'était pas au même niveau émotionnel. Donc des fois, il y a des choses qu'elle voyait que moi je voyais pas du tout.
Donc ça, c'était très intéressant. On avait pu travailler ensemble sur un court-métrage, écouter le battement de nos images, déjà. Donc on avait pu tester comment on travaillait ensemble et ça marchait très très bien. Et je lui ai demandé de rentrer dans ce projet-là. Et il y a plusieurs phases qu'on a faites en écriture, ça a duré vraiment très longtemps. On avait eu un premier tournage du coup en 2022 qui était très ouvert et elle était là aussi sur place. Donc pour voir comment ça se passait, pour rencontrer les personnages, pour aussi pouvoir s'imprégner d'eux, pour pouvoir écrire sur eux. Et ensuite on est revenu, après ce tournage de 2022, on est revenu en se disant ok, on avait cette espèce de dispositif, c'est-à-dire les personnages, Yannick revient au pays, ça faisait 9 ans, donc on va le suivre dans son quotidien. Ensuite, Nicole, c'est pareil, elle organise un hommage pour son fils mort. On va la suivre à chaque fois. Mais on voyait que cette espèce de dispositif un peu ouvert à chaque fois, ça marchait pas. Et du coup, c'est pour ça que là, la fiction est arrivée. Et c'est là où, en écriture, on s'est dit, ok, on va essayer de baliser, faire des séquences très, très claires en termes d'action, avec des thématiques très claires. À la fois, d'un côté, pour les personnages, parce que quand on laisse trop ouvert, ça peut être aussi dangereux, c'est-à-dire, surtout Yannick par exemple, ça peut réouvrir des plaies qu'il a, et parfois, au lieu de l'aider à avancer dans son processus, ça peut ouvrir ça peut blesser plus qu'autre chose. Et pareil pour Melrick aussi. Des fois, il faut faire attention qu'il n'écoute pas toutes les histoires, parce que c'est un enfant. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait cette écriture fictionnelle, pour essayer à la fois pour protéger nos personnages, mais aussi pour nous pouvoir être au plus proche en fait des émotions, c'est-à-dire que comme les personnages qui jouaient leur propre rôle savaient ce qu'on faisait, ils avaient plus de doute sur la thématique de la scène, ils savaient c'était quoi la fin. Du coup, ils pouvaient plus se lâcher et la caméra était plus quelque chose d'étranger à eux, mais un invité. Ma sœur me disait ça, la caméra ça devient un invité en fait dans le quotidien qu'on accepte. Et du coup, le travail d'écriture, il s'est fait comme ça, avec Audrey, de réflexion sur ces deux points, et avec beaucoup de références aussi, à la fois du documentaire, très inspiré par Roberto Minervini, son travail, mais aussi des références. Alors tu parlais afro-américaine, on a quand même aussi des références afro-américaines comme Moonlight, Barry Jenkins, mais voilà, pour son côté aussi, plus le rapport à la douceur, le rapport à filmer des corps noirs aussi, mais avec un rapport doux et un rapport humain, et pas sensationnaliste et objectivant. Et justement, c'est intéressant, tu parlais de se protéger et de protéger un personnage, on va en parler. Il y a ce choix très assumé et davantage fictionnel de raconter ses parcours de deuil à travers le prisme de Melrick, donc un adolescent. Et comme je le disais dans la présentation, semble être un peu le fantôme du passé ou une réincarnation personnelle. Moi, personnellement, je fais partie, je pense, des spectateurs. On se demande si c'est pas un peu le toi de ton enfance qui vient chercher des réponses avec la naïveté, la fragilité de la jeunesse. Quel lien intime tu as avec ce personnage, finalement ? Quand moi j'ai rencontré, j'entendais déjà le nom de Melrick et tout, mais je le connaissais pas assez bien. Et quand j'ai su qu'il passait son année chez sa grand-mère, donc en 2022, quand on tournait et tout, il était là. Tout petit, et il disait « Ah, qu'est-ce que vous faites ?» et tout. Et du coup, on a commencé à tourner des choses avec lui, et c'est vrai qu'il avait une présence vraiment très forte. En fait, il avait 12 ans, mais il était déjà très intelligent, très mature. Il avait un regard aussi sur sa grand-mère, que j'ai jamais vu d'un petit-fils, c'est-à-dire, c'est presque comme sa mère, en fait. Il a ce besoin de se rattacher à elle. C'est sa culture, ça l'enracine, en fait, cette relation qu'il a avec sa grand-mère. Et j'ai vu ça et c'était impressionnant. Et du coup, je ne le savais pas sur le moment que ça allait être quelqu'un qui allait me ressembler. Mais je sentais en tout cas que j'étais très à l'aise avec lui pour aborder cette histoire. Là où Yannick et Nicole, c'est d'autres choses. Ils sont tellement liés à cette histoire tragique que, en fait, ils sont à vif, quoi. Et il fallait trouver un moyen d'une certaine distance. Et encore une fois, la fiction revient. Une distance par rapport au réel qui parfois est trop en fait. Et Melrick, c'est un peu ça en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas connu Lucas, qui n'a pas connu toute la violence de ce meurtre-là, mais qui l'a vécu indirectement. Et du coup, grâce à lui, on va découvrir progressivement tout ce qui s'est passé.
Et effectivement, en fait, c'est après coup. Et je crois que c'est même en montage, je me suis dit, ah ouais, en fait, pourquoi je me sentais à l'aise aussi avec lui, c'est parce qu'en fait, on partage beaucoup les mêmes choses. Il a vécu en France, comme moi. Il veut se rattacher à la Guyane, comme moi. Il veut en savoir plus sur Lucas, moi aussi. Et c'est vrai qu'on a eu une connexion, en fait, durant enfin, même avant le tournage, mais on a eu une vraie connexion. Et c'est vrai que c'était très fort. Enfin, voilà. Dans cette continuité, quand on fait un film avec des gens qui ne sont pas des professionnels, mais quand même concernés par ce que raconte l'œuvre, puisque en fait, ils sont les protagonistes de la réalité et deviennent les protagonistes de la fiction. Comment ça se passe ? Comment ça passe par la mise en scène ? Du coup, comment tu fonctionnes justement avec eux particulièrement et comment eux ressentent les choses, même au niveau des dialogues, par exemple, de la spontanéité. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses écrites ou est-ce qu'il y a quelque chose de... On reprend le réel et on fabrique la fiction ensemble. Chaque fois, le réel, c'est vraiment quand même la base. Mais par exemple, c'est... En fait, on utilise aussi des éléments du réel, ou parfois des choses qui sont à l'intérieur des personnages, mais ils savent que ça va pas forcément se passer dans le réel. Donc par exemple, ces grandes vacances que a passé Melrick, c'était pas du tout prévu qu'il les passe avec sa grand-mère. Mais je savais qu'il le voulait. Donc en fait, c'est à chaque fois de recréer un réel par la fiction, mais en sachant qu'il y a un désir de cette fiction, en fait. Il y a un désir de cet imaginaire-là. C'est pas juste une idée intéressante formellement, qui peut être belle. Le coming of age, voilà, c'est ce style du film d'été avec un enfant qui va passer de l'âge de l'enfant à l'adolescence. Il fallait, à l'intérieur de cette forme-là, trouver aussi des choses où Melrick avait un vrai désir en fait de participer à cette forme-là. Et pareil pour Nicole. Nicole, elle voulait aussi que son petit-fils vienne passer de vacances. Et du coup, là, c'est vrai qu'il y a c'est là où c'est plus facile aussi, c'est-à-dire qu'il y a une telle relation qu'en fait, on n'a pas besoin de tout créer, en fait, elle est déjà présente. Après, on n'a pas du tout, du coup, travaillé avec de texte, parce que, alors, pour une raison, c'est parce que, bon, je les connaissais aussi très bien, et je savais comment ils parlaient, et je voulais avoir ce franc-parler, en fait. Je voulais les voir comme je les vois quand je mange avec eux, ou quand je fais du foot avec Melrick. Oui, bien sûr. Je voulais avoir ce réel. Du coup, c'était à chaque fois des sortes de séquences très longues, en fait, qu'on ouvre. Et moi, des fois, j'interviens directement dans le plan. Je dis, attends, tu peux revenir sur ça. Je notais tout en les dirigeant en direct, mais c'est des très, très longs plans. Et ce que je peux aussi dire, de travailler comme ça, et ça revient peut-être à la première question aussi que tu m'as posée, c'est aussi ça, un cinéma... C'est ce qu'on essaie aussi de faire en Guyane, hein, d'essayer de créer un cinéma guyanais, dans le sens où la manière dont on voit le cinéma, c'est peut-être différent que celle qu'il y a en Hexagone. Il y a et ça juste par rapport à la parole, en fait, par rapport à comment on parle ensemble et tout ça. Il y a quelque chose de très théâtral. Moi dans ma famille, les repas le dimanche, c'est du théâtre. C'est les gens qui jouent au domino, enfin, je veux dire, tout ça est du théâtre, sans qu'il y ait de caméra. Et les gens sont très expressifs quand ils racontent des histoires. On voit des images, en fait, c'est très cinématographique directement. Et moi, je voulais garder cette espèce de vie, en fait, cette espèce de vivacité du réel. Et il y avait vraiment pas besoin de texte. Le texte aurait, je pense, figé. Et du coup, c'était avoir une confiance les uns avec les autres, pour que cette parole réelle arrive. Et c'est presque surprenant, tu parles de paroles, justement. Moi, à un moment donné, ça m'a frappé, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps dans le film. On parle beaucoup français dans le film. Moi, je connais pas bien la Guyane, justement, mais la plupart de beaucoup de films des Antilles que j'ai vus sont beaucoup le créole à Martinique ou le créole de Guadeloupe. C'est quelque chose de naturel que ça soit beaucoup en français, ou c'est un choix? Est-ce qu'il y a quelque chose, un peu des deux, ou finalement c'est plus parce que c'est ta famille qui parle beaucoup plus français couramment, quotidiennement? Je dis ça par habitude, sur beaucoup de territoires comme Mayotte ou La Réunion. À La Réunion, ça parle créole dans la rue, certains quartiers, pas partout, mais à Mayotte, ça parle chimoré et kibouchi partout, vraiment. Et donc là, il y a un truc assez surprenant, et
moi, ça m'a interpellé parce que je vois beaucoup de films ultramarins et en même temps, je vois pas beaucoup de films guyanais. Et donc, du coup, voilà, pardon pour cette longue question, mais j'imagine que c'est une question qu'on a dû déjà te poser. Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que le film, il est à travers le point de vue de Melrick, qui lui parle surtout français. Donc, un français de Stein, du coup de la banlieue. Mais vu qu'on est dans son point de vue, c'est sa langue, on va dire, naturelle. C'est comme ça qu'il s'exprime. Après, des fois, si on l'entend, le créole arrive comme ça par moment. On repart un moment, il y a une phrase. Ou quand il joue au foot. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas partout. On a beaucoup de communautés en Guyane. Il y a une grosse communauté haïtienne, une grosse communauté brésilienne, ça parle brésilien. Une grosse communauté aussi kalina, qui sont les Premières Nations. Une communauté plusieurs communautés marronnes aussi, qui ont leur propre langue. Mais le territoire est très grand. Et c'est vrai qu'à Cayenne, c'est plus des communautés qui viennent de Sainte-Lucie, des Antilles aussi. Et le français, oui, c'est très présent. Mais c'est vrai que, vu qu'on était vraiment avec Melrick, c'est pour ça qu'aussi la langue française est aussi présente. Si ça aurait été un autre personnage, je pense que ça aurait été différent, c'est sûr. Je pense que le créole guyanais aurait été plus présent. Mais c'est pour montrer aussi que le système aussi dans lequel est la Guyane, c'est-à-dire un système de départementalisation. Et moi, mon père aussi me racontait ça quand il était à l'école dans les années 60. Encore plus à sa génération à lui. Fallait pas parler créole, quoi. On créait de la honte, en fait, pour parler créole. Encore plus quand on allait en France. Lui, il a travaillé à la Poste. Il y avait des insignes parfois en disant, et il mettait le créole, mais parmi d'autres langues, ne les parlez pas, sous peine que vous allez créer des mauvaises informations pour le bien de l'industrie de la Poste. Je sais plus c'était quoi exactement ça, mais en tout cas, le créole était interdit. Et c'était vraiment cette espèce de honte, en fait, qu'a créé aussi le système départemental français. Et les nouvelles générations, c'est différent. Le créole revient beaucoup plus. Mais en tout cas, la génération de Nicole, par exemple, c'est vrai que le créole, il est là, il est présent, il est très fort. Mais le français aussi, mais de manière imposée. Et ça, c'est un autre point aussi. Non, mais c'est super intéressant. Puis je pense que c'est super important d'en parler parce qu'en fait, je pense que c'est important de connaître le territoire où on fait un film pour pouvoir justement parler de ça. Parce que c'est important, la richesse ultramarine, française, entre guillemets, est riche de toutes ces langues dont on ne parle plus, qu'on essaye de remettre au goût du jour. Et c'est super intéressant parce qu'il y a de plus en plus de films par rapport à ça. Et le cinéma nous amène tout ça. Et on va dire décolonise un petit peu, entre guillemets, tout ce que l'histoire française a un chouïa un peu beaucoup trop effacé. Et voilà. Moi, je voudrais revenir venir plutôt sur cette scène incroyable, en quasi plan séquence et presque en monologue de la grand-mère, Nicole, qui exprime sa rage et sa tristesse à Melrick tout en conduisant sur la longue route de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Guyane, c'est une belle distance, en tout cas, vous regardez ça sur une carte, entre la dite capitale de la région qui est plutôt citadine et la seconde commune davantage plus ancrée dans l'environnement sauvage et naturel. Est-ce que cet échappatoire de la grande ville vers la ruralité, c'était une envie dès le début de l'écriture ou ça s'est fait de façon très simple avec ce que la réalité permettait naturellement de faire, c'est-à-dire Nicole doit partir en voiture, on va profiter de faire cette scène, ils partent en voiture ensemble. Mais j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose de pensé et de réfléchi et c'est pour ça que je te pose cette question. Ouais, merci. Alors, pour nous, c'était important en fait. Alors, c'est vrai elle nous avait raconté cette histoire un an avant, dans une discussion qu'elle avait eue avec Yannick, qu'on avait filmé. Et elle était. Voilà, moi je le savais pas, donc j'ai appris en faisant la séquence. Et c'était un peu un choc. Et ensuite, quand on est reparti en écriture avec Audrey, on s'est dit, ok, cette histoire, elle doit apparaître dans le film. Mais comment ? De quelle manière ? Et est venue à un moment l'idée, faudrait qu'elle le dise à Melrick. Mais comment encore ? Une fois, de quelle manière, etc. Et on a essayé d'inventer plusieurs dispositifs, même en manque de la voix off, des choses et tout ça, réutiliser ce qu'on avait fait et tout.
Et en fait, c'est venu assez tardivement que cette scène devait être faite dans une voiture, pour faire aussi référence à ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'elle a failli tuer quelqu'un en voiture pour se venger. Et du coup, l'espace de la voiture, c'était quelque chose qui faisait référence à l'acte qu'elle aurait pu faire, mais aussi au lieu même de la voiture, c'est-à-dire c'est vrai que j'en parlais, Arthur en a d'ailleurs beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé, le chef opérateur, c'est une sorte de sas, où on se dit parfois des choses. C'est vrai que parfois on part pour des longues distances, c'est vrai qu'en Guyane il y a des longues distances, et donc c'est vrai que pendant la voiture, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et effectivement, il nous fallait en fait aussi une longue route où il n'y avait pas de feu rouge. Et donc c'est pour ça qu'on a pris cette longue route qui effectivement remonte de Cayenne vers Kourou, ensuite Saint-Laurent-du-Maroni. Et c'était important pour nous que ça défile parce que cette histoire, elle devait se défiler aussi comme ça, dans une sorte de ligne qui ne s'arrête presque pas, pour ensuite oublier presque qu'on est sur la route. On a l'impression que d'un coup, quand elle parle, c'est comme si on était dans le passé et qu'elle était en face des personnes qu'elle allait rentrer dedans. Et il nous fallait un espace suffisamment long, une route suffisamment longue. Mais ça a mis du temps, parce que c'est vrai que j'ai eu peur, moi, de faire cette scène, au sens où j'avais peur pour Nicole, et aussi pour Melrick, évidemment, puisqu'il apprend cette histoire. J'avais peur aussi pour Nicole, parce que déjà dire cette histoire-là et en même temps conduire, c'est quasiment se remémorer un traumatisme en le reconstituant quasiment. Et du coup, je sais pas si je pourrais revivre ça dans un tournage, parce que c'était vraiment hors du temps. Et on était tous là. Arthur donc il filmait, moi j'étais avec Melrick, et puis il y avait le chef le son dans le coffre, l'ingénieur son, et on a vécu une expérience hors du temps. Mais il fallait que ça dure longtemps. Et on a bien préparé avant, des heures et des heures. Et ensuite, c'est une longue prise de 45 minutes, et on l'a pas arrêté, quoi. En tout cas, c'est une scène moi qui m'a renversé, enfin vraiment, c'est pour ça que je voulais aussi en parler. De par la spontanéité, le naturel, j'imagine que c'est pas en fait une scène que tu peux tourner 40 fois, c'est pas possible en fait. Et c'est pour ça que je voulais te poser cette question, parce que ça m'a frappé énormément de par le naturel, et de me dire que en fait ce sont des gens qui à un moment donné deviennent des acteurs, mais en fait ne le sont plus à ce moment-là, parce qu'ils font vivre la réalité, c'est-à-dire de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ressentent. Et on sent que les sentiments sont tout à fait naturels. Mais en fait, elle le joue bien en même temps. C'est parce qu'elle sait qu'il y a une caméra à côté, elle sait qu'il y a le son, il y a toi qui es là, et ça dure. Et moi, je me disais, mais combien de temps ça va durer? C'est incroyable. Et en fait, c'est vrai que cette route, moi, je l'avais déjà vue dans un film, puis on la revoit plus tard, d'ailleurs, dans le film, avec la scène de nuit, qui est magnifique, avec les motos. Mais... Et c'est incroyable, parce que on se dit, mais combien de temps, jusqu'où elle va aller? Moi, je me suis dit ça, justement, il va y avoir un accident, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et quand tu nous dis que toi-même, t'es inquiet alors que t'es en train de faire ton film, c'est encore plus impressionnant, justement, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que c'est une scène qui saura éveiller des sentiments chez beaucoup de gens. Et justement, moi j'ai envie de parler de l'image, on sent que tu assumes le numérique et la texture d'une image qui est majoritairement très naturaliste, une caméra qui est plutôt portée mais légère, il y a un découpage qui est assez calme. Alors, est-ce que tu as fait un choix technique autour du matériel et ta façon de voir ton film pour la réalisation? Pardon, j'ai plusieurs questions, mais qui font un seul bloc, avec une configuration qui est proche du documentaire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui se rapproche du documentaire, surtout par exemple dans la séquence que tu viens d'évoquer. Et comment tu as abordé justement cette approche avec Arthur Lauters, qui est en plus un directeur de la photographie qui est très spécialisé dans les plans d'images sous-marines, de films plutôt à gros budget, donc plutôt esthétique, mais qui est aussi directeur de la photographie du merveilleux court-métrage Sirène, de Sarah Maléon, j'imagine que tu l'as vu. Est-ce que tu peux nous parler de cette approche technique et artistique? Tu commences à l'évoquer avec Arthur, mais justement là-dessus, comment tu as réfléchi le film avec lui sur cette approche de texture, de photographie, de cadre et de matériel aussi? Absolument.
C'est vrai qu'il a fait un travail incroyable et il a ces multiples casquettes entre le documentaire, la fiction, des projets très lourds en termes de budget, des projets beaucoup plus légers. Donc il était vraiment armé, on va dire, pour faire ce film. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on a eu 2 tournages, on va dire. On a eu un premier tournage en 2022 qui était pour nous une manière aussi de tester notre collaboration à 2. C'est-à-dire de voir comment on va filmer ces personnages-là en laissant aussi ouvert certaines portes. Et donc, on a commencé ce tournage. Et ça, c'était une base, une espèce de brouillon de matière première pour se dire, OK, on a ce matériau-là. Et du coup, comment on va creuser dedans et donner plus d'intention. Et c'est vrai qu'on a travaillé avec beaucoup d'images, de références. Donc, je parlais de Minervini, par exemple. C'était une inspiration très forte. Je parlais aussi de Moonlight, de Barry Jenkins ou encore Félicité d'Alain Gomis, qui sont des espèces de références esthétiques, visuelles, qui nous disaient ok, c'est ça, on va travailler avec des images, quoi, on va travailler avec ça. Et effectivement, il savait que voilà, je voulais un rendu naturaliste et des très longues prises. Donc c'est vrai qu'il c'était assez sportif pour lui parce qu'à chaque fois je lui disais non, on fait encore durer. C'était pas des plans trop coupés, donc des plans très très longs. Et donc il a réussi à faire un travail incroyable là-dessus et une espèce d'écoute. Et ce qui était aussi important, c'était que de passer du temps, donc hors caméra. Donc on a passé beaucoup de temps à manger avec Nicole, à faire le foot, à jouer avec les gosses du quartier, à passer du temps aussi avec Nicole, tous ensemble, vraiment hors caméra, quoi. Juste à se raconter des histoires, à se dire qui on est, etc. Et c'est vrai qu'Arthur, c'est quelqu'un aussi de... il est très technique, faut qu'il prépare tout, etc. Mais c'est aussi quelqu'un de très humain, c'est-à-dire qui aime bien le relationnel, qui aime bien discuter avec les personnes qui filment. C'est pas juste des objets. Il est vraiment beaucoup dans le relationnel. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié chez lui et que j'avais besoin, en fait. J'avais besoin de quelqu'un qui a une connexion aussi avec les personnes qui sont filmées. Et c'est vrai que ça, c'était un vecteur important. Mais voilà, c'était aussi un autre travail d'écriture avec lui, quoi, de se dire, ok, comment on fait ça? On a travaillé avec beaucoup de références. Et vous avez une configuration assez légère, vous avez une caméra plutôt imposante ou vous avez plutôt essayé de travailler sur quelque chose de plus discret? J'imagine que c'était plutôt vers ça. Comment c'est un choix tout de suite que vous avez fait? Oui, on a fait très rapidement un choix. Alors le premier tournage, c'était vraiment un dispositif vraiment très documentaire, donc une petite caméra. Et ensuite, il a changé de caméra pour 2023, donc le tournage plus fiction, on va dire, mais qui restait quand même... c'était pas une grosse caméra, quoi. C'était assez petit, parce que vu qu'on tournait aussi dans les lieux mêmes, chez Nicole, dans une voiture, donc il nous fallait quelque chose de pas trop lourd et d'assez portable où il pouvait très rapidement aussi changer des batteries parce qu'il savait que c'était des longues séquences. Donc on a très rarement utilisé on n'utilisait pas de pied en fait, jamais. On a fait quelques plans larges de la cité, des plans d'ouverture, enfin des panoramas. Mais tout ça, je voulais pas ce langage-là en fait. On l'a fait juste pour avoir quelque chose. Mais je sais que ça, à chaque fois, ça réfère à un langage un peu plus reportage ou des images qui venaient des médias. Et moi, je voulais quelque chose qui soit très proche de la peau. Et c'est d'avoir une petite caméra où ça aide en fait à se rapprocher aussi entre les corps. D'où le choix, la longue focale. Enfin, il y a pas mal d'utilisation en 85 mm ou 50. Enfin, on sent cette approche justement des corps et cette volonté d'être proche. Ouais. Mais justement, c'est intéressant de passer du tournage, c'est-à-dire l'aspect technique au tournage, pour arriver au montage. Tu commences à l'évoquer tout à l'heure. Pour le montage, tu collabores avec Lee Yo-gong, qui est l'une des monteuses de la trilogie Jeunesse, réalisée par l'un des plus grands documentaristes vivants au monde, enfin en tout cas de mon point de vue, Wang Bing, dont le dernier volet d'ailleurs vient de sortir en salle. Quand vous arrivez devant les rushs de ton film, tous les deux, quelle approche et quel choix vous faites ensemble ? Alors, on a travaillé en deux étapes avec Lio. Donc, il y avait eu ce tournage 2022, donc on avait fait un dérush juste en revenant de 2-3 semaines. Donc, ça lui permettait en avance de pouvoir découvrir les images, voir ce qu'on avait fait.
Et de se dire, ok, qu'est-ce qu'on va garder de ce tournage de 2022 ? On a gardé quelques images dans le film, hein, on voit Amalric plus petit. Et ensuite, quand on est rentré en 2023, on est parti sur 7 mois de montage images. Donc, très très long, très ouvert. Et c'est vrai que c'était pas facile parce qu'on a plusieurs couches. Donc, il y a les archives pour commencer. Ensuite, il y a le tournage 2022, le tournage 2023. Et puis ensuite, d'autres images à côté. Par exemple, celle de la moto en GoPro. Enfin, on avait beaucoup d'esthétiques différentes. Et il fallait trouver un lien entre tout ça. On avait évidemment, grâce au scénario, une espèce de narration, un fil rouge. Mais en fait, là où on aurait pu construire quelque chose de très... En termes de... Comment dire, il y a un début, milieu, fin. En fait, le film, en termes de structure temporelle, il se voit plutôt comme une sorte de cycle de loop, comme ça. C'est-à-dire qu'on fait on fait des sauts dans le temps. Donc, d'un coup, on passe dans le passé, on voit Amalric plus jeune, et ensuite on revient dans le présent, puis ensuite on ressaute encore. Et parfois dans un plan même, comme le plan séquence dont on parlait juste avant, c'est en soi aussi une saute temporelle, c'est-à-dire que on a l'impression d'être dans le présent, mais en même temps on est dans le passé. Donc le film se construit comme ça, et on savait en même temps qu'il y allait cette séquence de voiture qui allait être très longue. Du coup, fallait amener en fait progressivement à ça. Et c'est vrai que c'est pas une structure de film classique, quoi. Et il y a ce gros plan séquence qui arrive dans un film quand même assez court. Du coup, c'est vraiment pas classique. Donc c'est vrai qu'on a, pareil avec Clio, on a travaillé aussi beaucoup de références. Elle avait travaillé d'ailleurs sur le tournage du film, sur la post-production du film de Félicité. Et ça, c'était un film qui nous avait marqué. Parce que il y avait aussi ces séquences de rêve en bleu. C'est un film qui, en termes de montage et de temporalité, qui est incroyable. Et ça nous a beaucoup aidé pour construire le film. Mais ouais, ça a mis 7 mois presque. C'est super intéressant. Avec du coup une pause en fait au milieu, ce qui permet de laisser mûrir et de revenir avec un peu plus de possibilités. Voilà. Et justement, alors, quand le film se termine, tu as un film qui fait 1h17. Est-ce que tu te souviens comment ont perçu le film les tout premiers spectateurs ? J'imagine les tout premiers spectateurs, c'est les producteurs, les distributeurs, peut-être les festivals. Ta première, c'était à Locarno, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu te souviens de ça ? C'est intéressant justement de se dire, voilà, tu as travaillé pendant tout un temps sur ce film-là, tu arrives avec ce film d'1h17, les tout premiers spectateurs, qu'est-ce que toi tu ressens de leurs sentiments ? C'est quand peut-être on a fait le test dans une salle de cinéma. C'est là où on se disait, bon, là ça va être vraiment la fin, quoi, puisque voilà. Mais il y avait du coup les producteurs, il y avait la monteuse son, donc tous les gens de la post-production. Et je pense qu'il y avait un truc très fort. Enfin, au sens où c'est un... comment dire, on était déjà, même si on avait vu le film des milliards de fois, de le redécouvrir en salle, c'était déjà une surprise, parce qu'on se disait, bon, on savait pas aussi ce que cela allait donner dans une vraie salle de cinéma. Est-ce que ça allait être trop, parfois toutes ces séquences de tambour, est-ce que c'est un peu long quand même ? Quelle expérience aussi ? C'est quoi l'expérience aussi du film ? Parce qu'un film, c'est aussi une expérience, sensorielle, corporelle. Qu'est-ce que ça allait être ? Et c'est vrai que on était dans un très très grand cinéma, on était, je sais pas, une dizaine, mais il y a eu quelque chose d'assez fort. Et tout de suite après, on est allé boire un verre, toutes. Il y avait aussi une programmatrice qui était là, qui a montré le film plus tardivement. Et il y avait quelque chose de très émotionnel. Et aussi, on avait vécu aussi toute une expérience aussi de créer ce film qui nous avait aussi un peu bouleversés. C'est-à-dire, il y a le film, mais il y a aussi le fait de faire ce film avec ces gens, avec cette histoire. Et à chaque fois, c'est vrai que c'était pas facile, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit, est-ce qu'on va faire du mal à ces personnes ? Est-ce qu'on va réouvrir une histoire que tout le monde a voulu enterrer ? Et du coup, c'est vrai que en le voyant, c'était aussi ça, quelque chose qui retombait en se disant, ok, on a
on a réussi quand même à en faire quelque chose. Et mais je pense que voilà, on était encore dans le travail et tout ça. Et je pense que là où je m'en suis rendu compte, c'était à Locarno. Il y avait Nicole et tout ça. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est bon. Le film, il est là et je suis heureux. Et ouais. Est-ce que tu as le sentiment, de façon plus générale, que la Guyane ou les Antilles ressentent la nécessité de faire des films très intimes au sujet universel, mais pouvant montrer autre chose que les histoires qui font fantasmer principalement les publics occidentaux que le public local? Il y a beaucoup de films qui utilisaient la Guyane, tu l'évoquais déjà tout à l'heure, mais je le redis, du coup, qui utilisaient la Guyane comme décor, mais qui ne racontaient pas vraiment la Guyane ou l'itinéraire de leurs autochtones. Est-ce que maintenant que tu as fait un long métrage qui parle pas directement de la Guyane parce que c'est une histoire universelle, mais qui en parle quand même, est-ce que justement tu as ce sentiment que, je parlais des Antilles parce que c'est plus général, mais même partout, dans tous les départements et territoires ultramarins, tu as ce sentiment que peut-être le public a une réflexion nouvelle par rapport à un film propre à son territoire? Effectivement, je pense que y a un désir en tout cas d'un cinéma, oui, alors local, mais voilà, en tout cas un cinéma avec ses propres façons de faire, avec ses propres façons de parler, pas un cinéma qui copie quelque chose. Et puis aussi un cinéma, j'ai pu faire un précédent court-métrage où en fait je réutilisais les images d'un long-métrage qui avait été produit dans les années 90, où mon père avait été figurant. Et c'était un tournage assez imposant, et qui suivait l'histoire d'un aventurier en Guyane français, un aventurier français qui essaie de trouver de l'or. Et du coup, ces récits-là, et pas juste ces récits-là, mais aussi ces manières de faire le cinéma, c'est-à-dire on arrive avec des grosses machines, on brûle des arbres, on construit des décors qu'on enlève tout de suite après, on pollue l'eau aussi, enfin il y a quelque chose parfois dans le cinéma et puis des formes d'exploitation en fait humaine, quoi, des violences, qu'elles soient racistes, de genre, de sexe et autres. On se dit, mais c'est une espèce de système comme ça qui est polluant et qui est toxique et qui fait du mal en fait à tout le monde. Ouais, j'ai plein de gens qui ont fait des tournages qui sont à la fois heureux parce qu'ils ont été formés, mais en même temps ils ont vécu des violences vraiment affreuses. Tout à fait. Qu'ils ont du mal à en parler parce qu'ils disent merde, si je le dis, je vais peut-être pas retrouver du travail après. Et du coup, ce type de façon de faire du cinéma, elle fait du mal et elle se rapproche parfois, voilà, pour moi, de quelque chose de très extractiviste. C'est-à-dire qu'on arrive et on extrait des matières premières. Alors, c'est pas de l'or, mais c'est des images. Et les images, effectivement, ça rapporte beaucoup d'argent et du coup, pour moi, ça revient au même. Donc, je pense qu'il y a un vrai désir actuellement effectivement, tu parlais de l'intime, oui, de faire des histoires qui sont liées aussi, voilà, des petites histoires, mais qui en fait contiennent à l'intérieur, mais parce que, comme celle de Nicole, Yannick et Melrick, qui contiennent aussi des formes, voilà, des formes tragiques, quoi. Il y a des formes plus larges qui dépassent les frontières. Et oui, on peut être touché. On n'a pas besoin d'être guyanais ou d'avoir connu Lucas pour être en empathie. Je pense que il donne tellement qu'en fait, on se relie assez vite à eux, qu'on soit, je sais pas où, moi, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs. Mais ça demande une autre façon de faire du cinéma, c'est-à-dire plus légère, effectivement, plus à l'écoute. C'est-à-dire que dans le quartier, on est arrivé, c'est de se dire que ce quartier, c'est pas un lieu interchangeable. C'est pas un décor, justement. C'est pas un lieu où on peut dire à un tel fais ci, fais ça, etc. Non, c'est d'abord un lieu où on essaye d'apprendre qui sont ces personnes. Et de là, ensuite, on peut progressivement amener la caméra et tout ça. Mais tout ça, ça demande du temps de préparation et tout ça. Ce que le cinéma industriel, parfois, ne met pas du tout en place. Et donc, voilà, je pense qu'il faut développer ce type de dispositif. Et en même temps, il y a une forme de logique, puisque le nouveau cinéma ultramarin est presque embryonnaire, entre guillemets, et c'est ça qui est en même temps intéressant, parce que ça nous permet de pouvoir se développer, qu'il y ait une avancée qui se fasse avec de nouvelles propositions. Et justement, ton film a une portée quand même très forte pour le public ultramarin. C'est important quand même de le citer, parce que nous, on essaie de le faire dans l'émission,
on s'intéresse beaucoup au public de régions. Et donc, les régions ultramarines, elles sont très concernées. Hein, c'est 7 millions d'habitants sur la France, c'est quand même énorme. D'un territoire à l'autre, les récits se parlent. Et est-ce qu'il est prévu que Coutez-Voix soit présenté partout dans les dom-toms ? Je ne sais pas si tu as l'information. Je pense entre autres à La Réunion, à Mayotte, qui pourrait se sentir concerné par le sujet central du film, parce qu'on a des quartiers fragiles à La Réunion et à Mayotte, par exemple, mais pas que. Mais voilà, je ne sais pas si tu as ces informations, si le public ultramarin aura le privilège de pouvoir voir ton film. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors là, le film sort aussi à une période qui peut être intéressante pour le territoire français, l'été. Ce type de film-là, ça peut marcher. Le film aussi un coming of age qui se passe à l'été, donc on s'est dit que ça a marché le mieux. Le film va sortir en Guyane aussi, le 16 juillet. Mais on a prévu plutôt à partir de septembre les Antilles et aussi les autres territoires ultramarins. Pour nous, c'est hyper important que ce film soit vu. Donc là, on est en plein travail. On essaie de voir voilà. Et aussi un accompagnement, c'est-à-dire que on veut le montrer, mais on voudrait aussi créer un événement à chaque fois aussi autour, avec des associations. Donc si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui intervient. Et je trouve que c'est important aussi. On fait tout un travail de relation aussi, un cinéma qui parle, quoi, qui est pas juste montré, mais qui permet de créer un débat. Et donc ça demande quand même du temps aussi. Donc oui, on est en train de travailler là-dessus. Super. On a les auditeurs ultramarins, c'est pour ça que je l'évoque. Mais c'est super important. Et petite précision, d'ailleurs, c'est très important parce que depuis quelques temps, le grand pôle du cinéma ultramarin, c'est à La Réunion. C'est là où il y a le plus d'entrées. Nous, on a reçu le programmateur d'Universal qui s'occupe de la programmation des salles, donc Universal comme gros studio, mais il programme beaucoup de films sur les territoires ultramarins. Il nous expliquait par exemple que La Réunion faisait énormément d'entrées, et entre autres avec des films d'auteur aussi. Hein. Donc c'est un vrai territoire qui aime le cinéma et qui va au cinéma. Et on espère que ça va continuer à monter. Mais évidemment, les Antilles a aussi une vraie portée, une vraie force. Et on l'a vu avec le succès de Zion, qui a fait 100 000 entrées en 10 jours. Je souhaite tout le bonheur à ton film de trouver aussi son public là-dessus. Et je pense que d'ailleurs, pour moi, c'est un signe. Je pense qu'il faut évoquer le succès des autres films aussi. C'est super important. Je tiens à préciser que Zion va atteindre les 500 000 entrées très bientôt. Et Fanon a fait plus de 200 000 entrées, qui n'est pas un film évident non plus. C'est un film que je trouve remarquable, mais qui a un sujet très très dur, qui parle de la décolonisation. Tout le monde ne connaît pas Frantz Fanon, et donc c'est un sujet aussi très très fort. Donc j'espère, en toute sincérité, que Coutez-Voix pourra poursuivre cette lancée, parce que c'est super important en fait de se dire, voilà, c'est les histoires. Zion proposait une histoire, Fanon en propose une autre, Coutez-Voix en propose encore une autre, et en plus, qui plus est, d'un autre territoire qui est la Guyane, où, comme tu disais, en Guyane, on a eu beaucoup de films sur les orpailleurs, beaucoup de films sur le fantasme, entre guillemets, de la décolonisation ou de récits parallèles. Et voilà, et aujourd'hui, il faut trouver justement un nouveau public qui va s'intéresser aux histoires de ces espaces. Et moi, j'ai une petite question de curiosité. Voilà, maintenant que ton film est lancé, il sort tout bientôt. Donc aujourd'hui, comme on va dire, presque il ne t'appartient plus. C'est le public qui va le faire exister, c'est toi qui va le promouvoir aussi. Est-ce que tu es déjà sur un prochain long métrage de prévu, ou pas encore, ou en réflexion? Ouais, je suis en pleine écriture. Après, c'est vrai que c'est difficile avec la promotion. Ça demande beaucoup de déplacements et de présence, et voilà. Du coup, c'est difficile de se concentrer sur l'écriture. Mais je suis sur un projet d'un film qui, alors là, est différent, mais en fait parle là plus de la machine du cinéma industriel, parce que j'ai vécu une expérience en tant que figurant sur un tournage, et j'aimerais revenir sur cette expérience-là qui a été vraiment problématique, où j'ai vécu plein de formes de violence, et je voudrais la reconstituer pour en faire un film de fiction. Mais voilà, je suis en pleine écriture de ça, et voilà, d'ici peut-être l'année prochaine, on va entendre des choses. Toujours en Guyane, comme film, ou pas? Alors, il y a peut-être une partie qui va se dérouler en Guyane, mais en tout cas, la plupart de l'action se déroule sur une scène de tournage. Ouais. D'accord, bon, pas un lieu précis, là on parle, c'est pas un décor très précis, c'est un lieu de tournage, d'accord. Et en écriture, tout seul, ou avec ta sœur?
encore? Alors peut-être avec ma sœur, mais je sais qu'elle a beaucoup de projets à côté, donc on va voir. Mais en tout cas, j'aimerais bien que ce soit une coécriture. Alors nous, on a j'ai envie de dire, comme le veut maintenant la tradition dans Territory, nous aimons interroger la cinéphilie de nos invités. Alors au-delà des influences certaines qui entourent Coup et Voix, d'ailleurs, faudrait que tu nous en parles, quel film qu'on pourrait dire de territoire figure dans ton panthéon de spectateurs? Alors c'est pas un test, tu prends ton temps, t'imagines qu'on te propose de suggérer des films à l'audience d'hier et d'aujourd'hui, donc ça peut être des films très récents, des films moins récents, mais est-ce que spontanément à l'esprit il y a des films qui te viennent, t'as déjà cité des références par rapport à ton film, mais on peut en reparler justement un peu plus. Il y en a plusieurs, mais déjà j'aimerais bien commencer par un en particulier que j'ai vu en fait récemment, mais qui m'a vraiment très très fort marqué. Et je pense que ce film doit être beaucoup plus vu que ça. C'est West Indies de Medondo. West Indies ou les nègres marrons de la liberté, qui a fait sa sortie dans les années 70, qui a été montré à la Mostra de Venise, mais qui n'a eu presque aucune visibilité lorsqu'il est sorti, puisque c'est vraiment un film à charge sur le système du bumidum. Et dans son film, il fait un lien entre le bumidum et l'esclavage. Et tout se déroule dans en fait, c'est la forme qui est incroyable, et qui d'ailleurs m'inspire pour le prochain projet. Mm-hmm. C'est une comédie musicale, en fait, qui se déroule dans le décor d'un bateau négrier. Et ce qui est très fort, c'est qu'il a vraiment tourné avec des personnes, du coup, antillaises. Josimas, d'ailleurs, qui fait la musique qui ouvre et clôture mon film. C'est Josimas, et elle joue aussi dans ce film-là. Et c'est un film incroyable, quoi. Et très puissant, et ça, je le conseillerais très fort, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de visibilité. Voilà. Et c'est, je crois, le seul film réalisé par Medondo, parce que Medondo, il faisait beaucoup de doublage. Alors, il est très connu pour avoir fait le doublage, effectivement, de Eddie Murphy. Il est décédé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Ouais, il y a quelques années. Mais il a fait pas mal de longs métrages. Il en a fait, je pense, 5. Qui n'ont pas été beaucoup visibles. Soleil aussi, Sarah Ounia, il en a fait quand même pas mal. Et aussi des documentaires évoquant la situation des Antillais qui arrivent en France. Il est mauritanien, mais il s'est lié vraiment à plusieurs communautés quand il est arrivé à Paris. Et c'est vraiment des films extrêmement engagés, extrêmement puissants, avec beaucoup de rage. Voilà. Et celui dont tu viens de parler, tu l'as découvert très récemment, du coup. J'ai découvert très récemment, il y a presque quelques mois, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres films qui t'ont marqué récemment, ou pas forcément récemment, mais qui te viennent... Tu parlais de Moonlight, c'est cinéma américain, puis... Alors, c'est intéressant, parce que Moonlight, à la base, c'est un film à tout petit budget, avec 24 l'acquiert, ça va très loin, Brad Pitt met un peu de sous dedans, ça va aux Oscars, mais... On parle du film d'un cinéaste que peu de gens connaissaient en réalité, et qui est devenu presque un réalisateur bankable aujourd'hui quand on voit qu'il réalise La Suite du Roi Lion. Donc c'est-à-dire qu'on passe d'un cap à un autre. Mais justement, en même temps c'est intéressant, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est presque devenu un cliché de citer Moonlight, parce que c'est vraiment le film où on va citer les références, on va dire mais c'est le film où on s'intéresse au corps des hommes noirs et tout ça, etc. Et en même temps, c'est vrai que le film a une approche très forte par rapport à ça, et je comprends que ça soit une référence. Mais du coup, par exemple, tu as d'autres films qui sont un peu, soit dans cette lignée, soit complètement différents, mais qui ont éveillé ta curiosité à la fois de cinéaste et de cinéphile. Alors, il y a un cinéaste qui est aujourd'hui aussi... Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est devenu bankable ? Mais qui a commencé aussi avec de très petits budgets, qui vient plutôt de l'art, et qui a ensuite fait du cinéma. C'est Apichat Pongwerastakul, qui est un cinéaste maintenant très connu, thaïlandais. Mais moi, j'ai envie de parler plutôt de ses premiers films, et notamment Blissfully Yours, et puis ensuite Tropical Malady, qui sont des films incroyables, qui m'ont énormément inspiré, et qui, en fait, sont là aussi dans Coup et Voix. C'est le rapport à l'espace, c'est le rapport à une narration qui peut être remodifiée. Et il a un rapport au corps aussi, au temps qui passe. Et c'est un cinéma très sensoriel, très corporel. Et ça c'est par exemple, c'est un cinéaste qui encore aujourd'hui m'inspire énormément. Et j'ai vu une masterclass il y a quelques mois de lui, et ça m'a redonné foi, on pourrait dire,
dans le cinéma, dans ses possibilités de toujours explorer des choses qui sont liées à l'inconscient. Et lui, c'est vraiment quelqu'un de très important. Immense cinéaste. Memoria est une énorme claque de mise en scène et en même temps d'histoire aussi, parce que ça raconte beaucoup de choses. Mais le cinéma de Apichatpong Weerasethakul est hyper riche. Merci beaucoup pour ces suggestions. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Alors, Coup tes voix de Maxime Jean-Baptiste en salle dès le 16 juillet 2025, dans l'Hexagone pour le moment, et donc du coup aussi en Guyane. On rappelle toujours, au-delà du premier jour de sortie, comme pour chaque film à essai, il est très important que le premier week-end soit rempli et qu'il y ait du monde dans les salles, parce que c'est décisif pour la vie d'un film, surtout le premier week-end. Donc on remercie les équipes de distribution, les alchimistes, et puis ainsi que les relations presse, Claire Virouleau et François Gaboret. On ne cite jamais assez ceux qui font le travail primordial dans l'ombre, donc c'est pour ça que je voulais les citer. Voilà, merci Maxime, encore une fois, d'avoir accepté cette invitation dans Territory. Merci, Jérôme. Et on souhaite de tout cœur que Coup tes voix trouve son public. Voilà, pour suivre les actualités du podcast, il suffit de se connecter sur les plateformes d'écoute et la page Instagram Territory-podcast. Nana, Kwaheri, au revoir, Kenavo, bonne journée ou bonne soirée. Et n'oubliez pas, le cinéma, c'est partout où que vous vous trouvez. C'était Territory, un podcast produit par Shaman Labs, Hassan Kamrani, Gérobec et Romain Pourrieux. Réalisation et présentation, Germain Le Carpentier, en collaboration avec Laetitia Bénéat. Composition et création musicale, Fred Auger, avec la participation de Mélanie Roux.